La première intervenante, pardon, que j'invite d'ailleurs à ouvrir la caméra, sera le docteur Claire Joannolou du service de médecine sociale du CHU de Toulouse. Et donc Claire va nous parler de soigner et accompagner les patients en situation de précarité. Et donc nous avons aujourd'hui une deuxième intervenante, Magali, que j'invite également voilà, Magali vient d'ouvrir sa caméra. Magali Sabatier, assistante sociale qui travaille à l'Institut du cancer de Montpellier et qui interviendra sur le dispositif des soins urgents et vitaux, l'expérience de l'ICM. Donc, comme d'habitude, ces deux interventions seront suivies de 15 minutes de temps d'échange. Donc, comme Nathalie vous l'a indiqué tout à l'heure, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et sinon, vous aurez la possibilité de demander la parole et on pourra ouvrir vos micros pour que vous posiez vos questions en direct. Du coup, Claire, je vous propose de commencer votre intervention et vous pouvez commencer le partage d'écran. Merci à vous. Merci, bonjour à tous. Alors, je vais déjà essayer de partager mon écran. Vous me dites si là c'est bon. C'est bon, vous voyez c'est mon parfait. écran? Tout à fait, merci. Super. Donc, effectivement, je vais tenter de faire une petite présentation concernant l'approche du patient en situation de précarité. Alors, c'est assez large et à la fois assez précis. Donc, j'espère répondre aux questionnements de certains. Je voulais faire deux parties. D'abord, essayer de parler de comment accueillir les patients en situation de précarité. Et sur la fin, je vais plutôt présenter aussi comment nous fonctionnons à Toulouse et notre service de médecine sociale et santé sexuelle où on a l'habitude de recevoir une grande partie des patients en situation de précarité de la ville toulousaine. Je voulais juste commencer par la définition que j'entends moi de précarité, qui n'est pas de moi, mais qui est l'absence d'une ou de plusieurs des sécurités permettant aux personnes et aux familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. C'est-à-dire que je vois là surtout des personnes où il y a une notion d'instabilité, de fragilité des situations de vie. On avait utilisé pour les jeudis onco la vulnérabilité qui me semble encore plus large. Voilà, je vais utiliser ce terme de précarité en ce sens. Je voulais d'abord commencer par avant la rencontre, c'est-à-dire avant, quand on sait qu'on va être, par exemple, en consultation, rencontrer pour la première fois une personne qu'on sait en situation de précarité. J'ai mis n'ayez pas peur. C'est un peu d'humour, mais dans le sens où j'entends souvent dire « Ah, cette personne, c'est pour la passe. Cette personne, on va appeler l'assistante sociale. » Je pense qu'effectivement, souvent, il faut appeler l'assistante sociale et peut-être l'envoyer à la passe. Cela dit, on peut tous recevoir des personnes en situation de précarité et je pense qu'il faut être rassuré là-dedans et aussi questionner nos propres représentations car souvent, il existe ce qu'on appelle des biais implicites, hein, c'est-à-dire qu'on a tous des préjugés, des associations d'idées en fonction de d'où vient la personne. D'une personne qui est addicte, on va se dire ça va être plus compliqué. Une personne qui dort à la rue, comment faire? Il faut juste voilà, se rassurer premièrement et après savoir qu'on a des préjugés, essayer de les décaler pour le moment de cette rencontre. Bien sûr, c'est des consultations qui, au moins les premières fois, peuvent prendre plus de temps que d'autres. Donc, il faut essayer si vous êtes médecin libéral ou d'autres personnes, mais de se les caler peut-être en fin de consultation ou dans un moment où on a pris une consultation un peu plus longue pour avoir le temps et pas être pressé par le temps, justement. Et puis, je pense que c'est important de se dire qu'il faut peut-être envisager de remettre en question nos standards de prise en charge. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est en situation de précarité, on peut avoir des priorités qui sont différentes de nous, celles qu'on peut avoir personne les recevant. Et du coup, il faut être d'accord avec ce fait-là que la personne n'aura pas une projection de la prise en charge ou des priorités qui peuvent nous sembler différentes des nôtres et en tout cas être d'accord avec ça, cette différence qu'il peut y avoir de priorisation dans la prise en soin.
Au moment de la rencontre, il me semblait important, c'est une rencontre où on peut dire qu'il faut être empathique, qu'il faut bien reformuler, chose qu'on dit pour à peu près toutes les consultations, je pense. S'il y a peut avoir, entre guillemets, une spécificité des patients en précarité, je pense que c'est important d'insister sur le fait de se présenter, quel est le rôle, qui on est, parce que parfois, c'est des personnes aussi qui sont accompagnées par des travailleurs sociaux, où on a pensé que c'était bien de les amener ici, ou parce que l'école demande qui rencontrent parce qu'on s'est rendu compte d'eux. Donc, c'est bien de dire, voilà, qui c'est qu'on a en face. Bonjour, moi, je suis médecin généraliste. Je vous reçois ici, et de poser le cadre des échanges, parce que je pense qu'à dire qu'on est soumis au secret médical quand on est une profession sanitaire ou même sociale, qu'on peut garder la confidentialité, que les questions que l'on pose restent dans ce cadre-là de l'échange qu'on a aujourd'hui, que la personne peut ne pas vouloir répondre aux questions, puisque souvent, je pense beaucoup là aux gens aussi issus de la migration, des personnes migrantes, elles ont parfois des anxiétés dues au fait qu'il y a beaucoup de questionnements par l'OFII, la police, les rendez-vous OFPRA, les choses administratives qui sont assez anxiogènes. Et quand on arrive, nous, dans nos consultations plutôt médicales, mais qu'on va quand même poser des questions un peu plus larges pour comprendre leur parcours, mieux comprendre, parfois ça peut créer de l'anxiété. Je pense que prendre une minute pour dire que là, on est soumis au secret médical en France, c'est aussi souvent le système de santé qui n'est pas bien connu par les personnes. Donc, avoir quelques mots pouvant expliquer qu'on est soumis au secret médical, que ça peut rester confidentiel, qu'ils ne sont pas obligés de répondre aux questions que l'on pose et qu'on le comprend tout à fait. C'est juste que pour une meilleure prise en charge qu'on pose ces questions, mais si aujourd'hui ils ne veulent pas y répondre, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est nécessaire de bien l'expliciter lors de la consultation. Ce qui va aussi avec expliciter le pourquoi de cette rencontre. Ça, c'est pareil, c'est comme parfois les gens arrivent, ils ne savent pas si on est des généralistes, des spécialistes, l'infirmière, la psychologue. C'est bien de clarifier l'objectif quand ce n'est pas la personne qui les met d'emblée, bien évidemment, mais pour dire, voilà, nous, on m'a porté ici parce qu'on a trouvé que vous étiez fatigué, pas bien, qu'il serait intéressant que vous rencontriez un médecin pour qu'on fasse le point sur votre santé. C'est bien de le dire aussi pour poser un cadre et rassurer la personne. Et enfin, ou pendant la consultation, je pense qu'il faut questionner sur les priorités de la prise en charge, c'est-à-dire que la personne peut avoir certains freins à la prise en charge, essayer de comprendre. Ça va un peu avec ce que je dis dans remettre en question nos standards, mais de prise en charge, quelles sont les priorités et pourquoi elles peuvent être différentes. Parce que si la personne ne souhaite pas commencer un traitement parce qu'elle est dans une situation d'hébergement difficile, on va peut-être essayer d'alerter ou de voir comment on peut faire sur ce biais-là pour essayer d'enlever certains freins si c'est possible, ou alors de respecter aussi certains freins de la personne qui veut peut-être aujourd'hui ne pas se soigner malgré l'info qu'on lui a donnée. Donc, je pense que c'est bien de reposer les objectifs de la prise en charge avec les personnes en tenant compte de ses freins et de ses priorités à elles. Je tenais à faire bien sûr un focus sur l'interprétariat. Là, c'est surtout effectivement pour des personnes qui auraient des freins d'accès aux soins, principalement pour la barrière de la langue. Je pense que l'interprétariat est bien sûr indispensable, surtout pour des premières rencontres, des premières consultations, l'explication d'un traitement, l'annonce diagnostique, bien évidemment. Elle est nécessaire à une compréhension mutuelle, à diminuer l'anxiété du patient pour qu'il ait bien compris. Pouvoir lui expliquer, lui donner une information éclairée. Si on n'a pas d'interprétariat, pour moi, on ne peut pas, si on veut être sur les droits des patients. Que l'interprétariat, au moins pour ces premières consultations les plus longues, on prend le temps de faire un point sur un peu tout le parcours de soins, tout ce dont on a vu précédemment. Je pense qu'il faut privilégier autant que possible, là, je sais que ce n'est pas toujours possible, mais l'interprétariat professionnel, parce que quand on fait appel à quelqu'un de la famille, à quelqu'un de la communauté, à quelqu'un de professionnel de l'hôpital, il peut avoir des biais, des choses qui sont difficiles à dire, des choses cachées. Or, si on a un interprète professionnel, ça peut arriver aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, mais ça reste un peu plus neutre. Ça met une certaine neutralité et on est plus tous sur le même plan, si j'ose dire. Donc, je pense qu'interprétation professionnelle, c'est bien. Il ne faut pas hésiter à se renseigner. Il y a beaucoup d'assauts, de services. Normalement, on est censé utiliser l'interprétariat. C'est dit dans les recommandations HAS.
Il y a des budgets qui sont fléchés pour ça, donc on n'est pas toujours l'existence. Donc c'est important d'interroger votre direction et de réaliser des conventions. Nous, à Toulouse, on travaille avec Ofremi, qui est plutôt sur Occitanie Grand Ouest, on va dire, je pense. Je ne pense pas que vous l'avez à Montpellier. Mais il y a bien sûr d'autres interprétariats professionnels plutôt axés santé. Et il y a l'agence nationale bien connue d'ISM qui est très professionnelle et qui, par contre, offre au niveau des dialectes, des langues proposées, quelque chose de très grand. Donc, parfois, on est obligé de faire aussi appel à ISM pour cela. Bien sûr, il y a les applications mobiles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser jamais parce qu'on est d'accord que des fois, on ne peut pas faire autrement. Je vous ai juste mis là, en plus de Google Traduction, qui aide quand même au quotidien, il y a Medigloot et Traducmet, il y en a plein d'autres, hein, c'est des applications, donc voilà, plutôt dans le versant médical, mais qu'il faut un peu avoir utilisé avant. Souvent, il y a des questions toutes faites de la santé, déjà marquées, mais c'est plus difficile à utiliser, je trouve, en dernier moment. Il faut bien savoir les utiliser, donc il ne faut pas hésiter à les regarder, c'est quand vous avez le temps, si vous voulez vous intéresser. Et en tout cas, il y en a d'autres qui peuvent être intéressantes à utiliser en interprétariat. Ensuite, j'ai essayé de voir, moi, quand nous recevons les patients en situation de précarité, qu'est-ce qu'il faut interroger, je pense, de manière un peu plus explicite et spécifique d'un patient qui ne serait pas dans cette situation. Il me semble important de s'interroger sur l'entourage de la personne parce que ça peut aussi entraîner des freins ou au contraire être un soutien à la prise en charge de ces personnes-là. Savoir si la personne est complètement isolée, si elle a de la famille, elle a des amis sur qui elle peut compter, si elle vous répond à la personne de confiance. Et puis, bien sûr, si la personne a des personnes à charge, que ça peut être aussi un frein à la prise en soin, ainsi que les animaux de compagnie. Pour les personnes en précarité qui peuvent parfois vivre à la rue, certains animaux de compagnie qui peuvent être un des freins principaux à la prise en soin. Donc, il faut bien penser à interroger sur ça pour après orienter, savoir qu'est-ce qui est possible pour ces personnes-là, les rassurer parce qu'il y a des choses qui existent pour les prendre en charge malgré ces freins dus à leur entourage, si j'ose dire. L'autre chose à aborder, il me semble, c'est l'hébergement, bien évidemment, savoir si la personne a un hébergement ou pas. Pour la prise en charge, ça va être bien sûr très différent. Quand on interroge sur il faut être au courant de ce qui existe dans les hébergements d'urgence. Il ne faut pas oublier, certains faire la journée. Donc, pareil, quand il s'agit de faire des soins, de pansements, qu'il faut des passages infirmiers, un hébergement qui ferme dans la journée, ce n'est pas toujours évident. La durée de l'hébergement, est-ce que c'est un hébergement plutôt long? Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est chez un tiers? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans cet appartement? Est-ce qu'on peut cuisiner? Est-ce qu'il y a des repas qui sont proposés? Tout ça, ça va être trop intrusif, évidemment, mais poser la question où vous logez en ce moment, comment ça se passe. Et si vous ne connaissez pas le type de logement, un peu interroger, avoir ces idées en tête. C'est quand même intéressant pour voir comment on propose la suite aussi de la prise en charge. Là, j'ai juste mis en attention parce qu'il me semblait important d'avoir ça en tête. Les personnes à la rue, pour ceux qui connaissent moins, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'évidemment, c'était des personnes qui étaient plus à risque d'avoir subi des violences, qui étaient plus à risque de malnutrition, avec des difficultés d'hygiène, de sommeil et qui sont plus à risque de poser des problématiques d'addiction. Je ne pense pas qu'il faut poser ces questions d'emblée lors d'une consultation, mais quand une personne nous répond qu'il est à la rue, il faut avoir quand même ça en tête pour la suite de la prise en charge, qui peut être plus difficile. Qu'il ne faut pas hésiter à interroger sur les violences pour penser à des mises à l'abri, qu'il ne faut pas hésiter à donner des vitamines, des compléments nutritionnels, parce que souvent, l'accès à la nourriture n'est pas toujours facile. Enfin, voilà, c'est des choses qu'il faut savoir, je pense, et avoir en tête au moment où on sait que la personne est à la rue. Et puis après, là, je pense forcément à l'oncologie et à plein d'autres pathologies, mais c'est vrai que la mise du traitement antalgique fort chez les personnes à la rue aussi, ça nous pose un problème. Donc, ça va être aussi une question qu'il faudra poser. C'est interroger en équipe quel antalgique, vu les mésusages et les difficultés de certains traitements à les avoir sur soi à la rue, ça va aussi faire partie des choses à avoir en tête pour la prise en soin. Donc, l'entourage, l'hébergement et puis les droits de sécurité sociale. Alors, je ne suis pas assistante sociale et Magali va en parler aussi après, mais je pense que
tout le monde, qu'on soit sanitaire, social, médico-social, c'est important d'avoir au moins les bases sur ce qui est les droits sécurité sociale, quand c'est qu'on peut les obtenir, des histoires de délai de 3 mois sur le territoire par exemple, qu'on peut aussi avoir seulement une protection universelle maladie, là la PUMA, et pas la complémentaire. Ça, si la personne vous sort sa feuille de sécurité sociale, que vous voyez qu'il n'y a pas de complémentaire, où il y a juste marqué PUMA, ben, il y aura un reste à charge, par exemple, et que pour les situations irrégulières, il y a une aide médicale d'État, qui est donc un budget de l'État qui est séparé de l'assurance maladie, et les dispositifs de soins urgents et vitaux, dont Magali vous parlera de l'exemple à Montpellier. Voilà, je pense qu'il faut juste se faire éclaircir les idées, être sûr de savoir un peu les bases pour quand on questionne les personnes, se rendre compte si les ouvertures de droit, ils ont rencontré quelqu'un qui les aide à les ouvrir, s'ils sont en attente de l'ouverture, s'ils ne connaissent pas du tout, s'ils n'ont qu'une partie, parce que pareil, pour prioriser la prise en charge, savoir si on peut faire les choses directement, s'il faut que la personne passe par la passe. Voilà, c'est bien pour la prise en charge d'avoir un minimum de connaissances sur ces droits sécurité sociale. Donc voilà, interroger nos patients qu'on sait en situation de précarité sur quel est leur hébergement actuel, leur entourage ou pas, et les droits sécurité sociale, ça me semble des points intéressants à demander. Maintenant, une fois qu'on sait tout ça, qu'on est face à une personne en situation de précarité, je pense l'autre chose à connaître, c'est les dispositifs d'aide à l'accompagnement. Alors là, je vous ai mis le nouveau tableau, c'est sorti de solidarité.gouv, la sortie en décembre. Ils ont récapitulé à peu près une grande majorité des structures médico-sociales existantes qu'ils ont classées addiction généraliste, santé mentale. Donc, je ne pense pas qu'il faut tout savoir, hein. Je pense que c'est bien de savoir que ce guide existe, il est accessible sur Internet facilement. Il vous explique chaque structure. Dans chaque département, normalement, il y a à peu près une partie de ces structures, mais pas toutes, hein, qui n'existent pas encore partout. Mais c'est bien de savoir, et je voulais faire un focus sur les hébergements, là c'est marqué généralistes, les LHSS, les LAM et les ACT, qui sont des structures que l'on peut demander quand les personnes sont en situation de précarité, qu'on a besoin qu'ils se posent sur un endroit de manière courte ou longue en fonction de la pathologie dont ils souffrent. Je pense que c'est bien d'avoir en tête qu'ils existent dans tous les départements. Alors certes, les places, il y en a peu, et on est d'accord que surtout pour les LAM et les ACT qui accueillent des personnes qui ont des pathologies chroniques, sont saturées, n'est-ce pas? Mais il y a quand même des places qui se libèrent parfois. Et du coup, je pense que c'est nécessaire aussi de faire des demandes peut-être anticipées pour des listes d'attente en espérant qu'un jour la personne puisse y avoir accès. Du coup, si les personnes ne connaissent pas, je voulais vous dire juste, donc les LHSS, l'IALT Soins Santé, c'est surtout pour des pathologies aiguës, quelqu'un qui serait à la rue, qui aurait une pathologie aiguë qui ne nécessite pas d'hospitalisation, mais qui est incompatible avec la vie à la rue, parce qu'il faut faire des soins infirmiers, des pansements, parce que c'est une mise récente sous insuline, parce qu'aussi il faut faire un bilan d'extension pour un cancer, il y a une séance de radiothérapie, c'est quelque chose de court, normalement c'est 2 mois maximum, ça peut être renouvelé. C'est quelque chose de court, mais ça permet une pause et de faire les premiers bilans, de reprendre le parcours de soins des patients. Donc ça, c'est médico-social, c'est pas médicalisé jour et nuit. Contrairement aux LAM, qui là reçoivent des personnes avec une atteinte des pathologies chroniques et souvent très lourdes, dites à pronostic sombre, c'est comme ça que c'est appelé dans le décret, qui reçoivent du coup ces personnes-là. Pour le coup, c'est médicalisé 24 heures sur 24 et c'est un accueil inconditionnel, hein, pour ces 3 dispositifs, mais dans le temps qui n'a pas de durée limitée. Voilà. Et ensuite, il y a les appartements de coordination thérapeutique qui là sont plus pour des personnes plutôt autonomes mais qui ont une pathologie chronique, où ils ont des difficultés dans le parcours de soins. Ça leur permet d'avoir un appartement et d'avoir une coordination de soins, de les aider là-dedans et de les aider aussi à une réinsertion dans la vie sociale, l'aide à obtenir un logement, il y a des éducateurs aussi, des travailleurs sociaux. Voilà, donc c'est 3 dispositifs qui nous semblent intéressants à connaître et se dire, quand on est face à l'hôpital, à une personne, on se dit c'est difficile à prendre en soin, se poser la question si une de ces structures, ou celle précédemment montrée, pourrait aider au moins pour un temps cette personne et comment on fait la demande.
Ensuite, je vous ai mis là quelques outils d'aide à la consultation. Alors, je vous ai mis 2 guides qui sont plutôt toulousains, mais le guide de l'urgence sociale, c'est dans à peu près toutes les métropoles et même certaines petites villes. Je crois que je vous l'ai mis à la fin, le nom à Montpellier, c'est Solidarité, il s'appelle, et c'est des guides où dedans sont répertoriés certains logements, les endroits d'aide aussi au niveau des droits sociaux, où on peut se laver, où il y a peut avoir une bagagerie, qui peuvent aider aussi des personnes voilà, à la rue ou en grande précarité, pas forcément à la rue. C'est toujours bien d'avoir de ces guides là où vous travaillez pour pouvoir les remettre aux personnes. C'est souvent téléchargeable sur les sites. Le Watisat, il est fait à Toulouse et il est pas mal parce qu'ils mettent à jour tous les trimestres. C'est plutôt axé pour les personnes exilées parce qu'il y a beaucoup d'aides aussi au niveau des droits où ils peuvent aller ensuite. Et c'est pareil, c'est accessible sur le site où on peut l'imprimer. L'INPES, il faisait des livrets de santé bilingues. Alors là, c'est plus axé santé. Ça explique le système de soins, les consultations. Et c'est édité en 17 langues, me semble. Donc, c'est peut-être pas mal aussi d'en avoir certains. Et ensuite, je vous ai mis Santé BD qui est accessible aussi sur Internet, que vous connaissez peut-être, qui est explicatif du système de santé, de certaines consultations et qui se base beaucoup donc, sur la BD. Donc des phrases très simples et surtout des planches aussi dessinées. Et ça peut être intéressant aussi avec certaines personnes pour être simple de pouvoir parler par exemple d'une consultation gynécologique ou d'un certain traitement pour visualiser avant d'adresser les personnes pour qu'ils visualisent où ils se trouvent. Ça peut être des outils intéressants. Tout ça, je pense qu'il faut se les approprier. Il faut prendre le temps de regarder parfois quand on s'est trouvé en difficulté ce qui existe. Pas hésiter à se rapprocher de personnes qui ont plus l'habitude, qui peuvent vous aider pour que vous ayez quelques outils après à la consultation ou à proposer aux patients pour les aider un peu dans leur globalité. Enfin, je voulais donc vous présenter le service de médecine sociale et santé sexuelle de Toulouse, puisque c'est là où je travaille. Pourquoi? Parce que je pense que la clé quand même de la prise en charge des patients en situation de précarité, c'est quand même le travail en réseau. Donc, je pense qu'on ne peut pas y arriver tout seul. C'est bien donc de connaître son réseau local, de savoir qui peut nous aider dans la prise en soin de ces personnes et comment faire. Donc, je vous donne l'exemple que je connais, celui de Toulouse. Donc, c'est sur le CHU de Toulouse. Tous nos services se trouvent sur un même endroit qui se trouve au cœur de la ville, à l'hôpital Lagrave. On a dans ce même service donc, à la fois des consultations ambulatoires où l'on retrouve la PAS dans la permanence d'accès aux soins de santé qui est donc pour les personnes qui n'ont pas de droit ouvert ou des personnes très éloignées du soin qui proposent des consultations de médecine générale mais aussi des soins infirmiers, surtout un accès aussi aux assistantes sociales et à des psychologues. On a le centre de santé sexuelle, donc le CEGID, qui accueille sans condition toute personne dans toute question lien avec la santé sexuelle. On a d'ailleurs des conventions aussi avec des CADA, AIDS par exemple, qui nous adressent des personnes pour des TROD positifs par exemple. Et j'en passe. Et puis, on a aussi des consultations spécialisées, un peu plus des VIH, des IST complexes, des pathologies de muqueuse un peu plus complexes, qu'on fait aussi dans ce cadre sur ces consultations ambulatoires de notre service. Au CHU, on a des lits halte soins santé dont je vous ai parlé précédemment. Donc, on a 16 lits halte soins santé où je vous ai mis la photo, c'est à côté là, de l'hôpital Lagrave. On accueille ces personnes donc au sein même de l'hôpital et on est juste à côté effectivement de la PAS, de la pharmacie et du cœur de ville aussi, ce qui est plutôt bien pour accueillir ces personnes et on accueille aussi les animaux de compagnie. Ensuite, nous avons des consultations d'aller vers. Il y a l'équipe mobile sociale et de santé, parfois appelée SAMU social dans d'autres villes, les EMSS, là, qui font des maraudes, qui sont au plus près des personnes à la rue, qui font des maraudes à la rue, qui se rendent aussi sur les hébergements d'urgence, soit sur sollicitation du SIAO, soit sollicitation aussi des partenaires sociaux. Et qui peuvent aussi, eux, faire des demandes, adresser les gens à la PAS, nous faire des demandes pour les LHSS, de gens qui seraient rencontrés et qui voudraient reprendre un parcours de soins. On fait aussi des consultations d'aller vers à la PAS et au CEGID. On se rend sur des lieux pour proposer des consultations ou des dépistages pour faciliter
l'accès aux soins et surtout essayer de ramener les personnes sur le droit commun, mais faire connaître que ça existe. Parfois, c'est plus simple de se rendre sur des endroits. Et puis, notre réseau ICARE fait aussi des consultations avancées, dans des consultations que l'on fait principalement sur des accueils de jour. Il y a des hébergements d'urgence, mais il y a aussi des accueils la journée pour des gens qui n'ont pas de chez soi, pour aller se poser, prendre un café. Il nous arrive d'aller sur ces accueils-là faire des consultations avec le dispositif ICARE. Et donc, ce réseau ICARE qui fait le lien entre la ville hôpital, il est maintenant, c'est devenu LHSS de jour, mais en tout cas, il a pour but de coordonner le parcours de soins de la personne. On inclut certains patients qui peuvent être autonomes et pour qui c'est difficile. Et on fait en fait de la coordination avec toutes les personnes qui sont autour du patient et on peut l'accompagner aussi sur ses premiers rendez-vous médicaux et l'aider à s'autonomiser dans son parcours de soins. On propose aussi des ateliers, par exemple des ateliers numériques où on va les aider à utiliser l'outil numérique, à se prendre rendez-vous, à se créer une boîte mail, par exemple. On a d'autres thèmes d'ateliers. On fait aussi beaucoup de formations, de partage d'outils, d'échanges de pratiques aussi auprès des professionnels de santé, mais aussi médicaux et sociaux qui sont confrontés à la précarité. Et du coup, justement, pour former, qu'est-ce qui existe comme outil, comme on le fait aujourd'hui au sein de Onco Occitanie. Et voilà, ce qui est déjà pas mal. Et du coup, ça permet de faire un travail de réseau. Je pense que le but, c'est de savoir travailler avec ça. Alors, il faut se renseigner dans vos villes ou dans vos localement. Qu'est-ce qui existe déjà? Des PASS, il y en a dans à peu près toutes les villes, des CGID aussi. Il y a des LHSS un peu partout disséminés aussi dans notre région. Donc ça, c'est très intéressant. ICARE et les LHSS de jour, c'est plus récent, donc ça existe moins partout, mais vous savez qu'il existe des dispositifs d'appui à la coordination, les DAC, qui sont départementaux et que vous pouvez aussi solliciter pour l'aide au parcours complexe. Quand on se sent en difficulté, on sent qu'il y a beaucoup de choses compliqué pour ces personnes-là et que seul on ne peut pas y arriver, ces outils aident les professionnels à coordonner les soins et à voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider les personnes. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à solliciter les DAC si vous n'êtes pas sur Toulouse, puisque ICARE, c'est vraiment la métropole toulousaine et un peu la petite couronne autour de Toulouse. Voilà, je vous ai mis là juste quelques liens parce qu'il y a quand même beaucoup de recommandations HAS sur la prise en charge des patients en situation de précarité pour dire que du coup, ça existe et pour tout le monde et il y a des choses qui sont mises en place, donc il faut vraiment se renseigner et ne pas hésiter après à solliciter les personnes qui ont plus l'habitude qu'elles vous aident à savoir comment on peut aider les personnes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Claire pour votre intervention, c'était vraiment très intéressant. Et puis maintenant, on va laisser la parole à Magali. Donc, moi, je suis Magali Sabatier, je suis donc une des assistantes sociales de l'Institut du cancer de Montpellier. On est un service où nous sommes 6 assistantes sociales. Et j'ai souhaité vous présenter l'expérience qu'on a mis en place à l'ICEM pour faire une procédure sur ce qu'on appelle le dispositif des soins urgents et vitaux. Et un petit rappel, je ne sais pas si tout le monde le sait, l'ICEM, nous, on est un ESPIC, c'est-à-dire qu'on est un établissement de santé privé d'intérêt collectif. Donc, on n'a pas tout à fait le même fonctionnement quand même que les CHU. Et on n'a pas, par exemple, l'exemple là qui nous rassemble, on n'a pas de passe dans notre établissement. Donc, pour que tout le monde soit d'accord, juste un petit point sur ce qu'est le dispositif des soins urgents et vitaux. C'est un dispositif qui, de mémoire, je crois, ça existe depuis 2003, qui permet aux personnes en situation irrégulière au regard des droits de résidence en France n'ont pas d'assurance à maladie. Sont privées aussi parce que souvent ce sont aussi des personnes migrantes n'ont pas d'assurance privée ou quoi que ce soit et les personnes qui sont demandeurs d'asile peuvent également être avant justement leur demande, être éligibles à ce dispositif des soins urgents et vitaux. Donc là, vraiment, on est dans le cas où les personnes arrivent et n'ont aucune possibilité d'avoir des soins, une prise en charge de leurs soins.
Je vous laisse lire la définition de l'urgence vitale, en fait, parce que ça, c'était un point important qui nous a rassemblés à l'ICM. Ce que précise le texte, voilà le code d'action sociale de la sécurité sociale, c'est que les soins urgents sont là. Pardon, excusez-moi, que les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou de l'enfant à naître. Et il n'y a pas plus de précision en fait sur ce que l'État entend comme les soins urgents. Donc ça, c'est une définition qui peut faire débat en fait dans certains établissements de santé auprès de certains médecins, sachant que tout le monde ne partage pas forcément la même notion de soins urgents. Voilà, c'est ce qui a fait débat en tout cas à l'ICM et c'est ce qui nous a permis en fait de travailler sur la mise en place d'une procédure. Donc, pourquoi une telle procédure? En fait, ce qu'on voulait, nous, c'était de pouvoir avoir un circuit d'études, de décision et de facturation de ce type de soins. Parce que à l'origine, justement, de ce projet, au sein du service social, nous avons remarqué que c'était un dispositif qui était peu connu dans notre établissement, parce que, en tout cas, aussi, il y avait des situations à la marge. Hein, c'est pas vraiment, nous, comme on n'a pas de service pass, on n'est pas soumis à un afflux important de personnes sans assurance maladie. Parce que dans l'image de certaines personnes, de certains soignants, même de certaines personnes à l'administration, c'était seulement le secteur public qui pouvait prétendre à ce type de prise en charge. Parce que aussi, je pense qu'il y avait une peur d'engager des soins qui pourraient ne pas être remboursés par l'assurance maladie. Parce que aussi, et ça a été vraiment, ça a fait partie de notre point de départ au service social, c'est qu'on trouvait qu'il y avait un isolement des différents intervenants dans leur prise de décision sur la mise en place des soins urgents et vitaux. C'est-à-dire qu'au service social, nous, on pouvait se retrouver isolés à devoir proposer à un médecin ce type de dispositif, sachant que les médecins le connaissent peu, donc il fallait beaucoup parler avec eux justement des personnes que ça concernait, de comment l'ICM allait être payé, et les médecins de leur côté aussi, comme c'est eux, in fine, qui font le certificat médical des soins urgents et vitaux, parfois pouvaient se retrouver isolés à porter aussi cette décision. Et vraiment, ce qui nous a amené, encore une fois, à réfléchir à ça, c'est qu'on voulait qu'il y ait une responsabilité partagée voilà, de la mise en place de ce dispositif. Et aussi parce qu'on a vu des situations qui augmentaient de plus en plus. On a fait un état des lieux depuis les années 2000 et c'est vrai que chaque année, voilà, l'ICM accueille de plus en plus de patients précaires avec un parcours migratoire et qui se retrouvent sans assurance maladie. Donc, voilà, ça c'est un petit peu ça a commencé ce projet en fait de procédure il y a 4 ans en arrière. Donc, voici ce qu'on a fait comme démarche. En fait, tout d'abord, avec mes collègues, on s'est rassemblés, on a fait un état des lieux des personnes qui étaient accueillies chez nous, du nombre de personnes pour lesquelles on avait fait des demandes d'AME et ou de dispositifs des soins urgents et vitaux. Et après, on a décidé de rassembler les différents acteurs qui étaient concernés par cette procédure, à savoir le service facturation, le service des admissions, le service social et bien sûr les équipes médicales. Un long travail qu'on a eu, c'est de trouver un vocable commun. Voilà, c'est-à-dire que certaines personnes pouvaient employer le terme de procédure pour les personnes étrangères. Enfin voilà, donc il a bien fallu stipuler qu'il s'agissait d'une procédure pour les personnes qui n'avaient pas d'assurance maladie. Et l'idée n'était pas de stigmatiser telle ou telle population. Par la suite, une fois qu'on est à peu près d'accord sur ce champ lexical, on a fait tout un état des lieux et on a essayé d'établir le profil des patients, puisque au début, on s'est heurté plutôt du côté service facturation. En fait, les personnes pour lesquelles on demandait le DSUV étaient un petit peu entendues comme étant des personnes qui
au terme de enfin voilà, excusez-moi, qui pouvaient être des patients payants. Donc, on les comptabilisait de la même façon que les gens à qui on faisait un devis, qui pouvaient avoir des assurances à l'étranger. Donc, il a bien fallu mettre à plat voilà, tous ces différents profils, évidemment avec les chiffres à côté pour essayer aussi de dédramatiser une situation, puisque les personnes qui bénéficient des soins urgents et vitaux à l'ICM, enfin, en tout cas chez nous, c'est très peu. Et une fois qu'on a partagé voilà, cette problématique commune, à savoir que la décision des soins urgents et vitaux ne pouvait pas être portée uniquement par les médecins ou par le service social, on a décidé voilà, de réfléchir à une mise en commun de comment on pouvait prendre en charge ces personnes-là à l'ICM, et ça aboutit en fait, nous c'est ce qu'on voulait au service social au départ, à un positionnement institutionnel, à savoir la création d'une procédure qui permette d'informer tout un chacun à l'ICM de comment on pouvait accompagner ces personnes-là. Donc, notre procédure, elle vient d'être validée il y a 2 jours, donc je suis très contente puisque c'est un travail très, très long. Et c'est une procédure maintenant qui stipule quelles sont les règles et les domaines d'application. C'est-à-dire que c'est une procédure qui détaille bien par profil de patient, excusez-moi l'expression, mais en tout cas, si telle personne a une assurance, ben là seulement le service facturation intervient. Si la personne n'a pas d'assurance à l'étranger ou n'a pas d'assurance maladie, il y a un signalement qui est fait via les admissions ou les secrétaires de consultation au service social, et il y a une étude de recueil d'informations et une étude des droits potentiels que les personnes pourront ouvrir. Donc, et à partir de là, si la situation nécessite de déclencher un soin urgent et vital, c'est le médecin de toute façon qui en a la décision. Mais il y a tout un formulaire en fait qui est partagé avec les différents intervenants. Et ce qui était important pour nous aussi, puisqu'il n'y a pas de passe à l'ICM, on voulait vraiment que le patient, une fois que l'institution a accordé ce DSUV, puisse avoir un document sur lui à transmettre aux différentes équipes dans la structure, stipulant qu'il est bien pris en charge et qu'il n'a pas de document type carte vitale ou attestation à fournir. C'est important parce qu'en fait, tout le monde n'a pas forcément l'information en temps voulu, et voilà, il peut y avoir des difficultés pour certaines personnes à des moments parce que voilà, ils n'avaient pas les justificatifs nécessaires. Donc voilà, comme je vous disais, la procédure vient d'être validée, et là maintenant, le deuxième temps en fait de la mise en place de cette procédure, c'est que nous sommes invités à la CME, à la commission médicale de l'établissement, pour pouvoir présenter cette procédure à l'ensemble des médecins, afin qu'ils la comprennent et qu'ils puissent se l'approprier. Et dans un second temps, c'est une procédure qui sera présentée aux différents cadres de santé de l'établissement. Et petit à petit, on ira au plus près des intervenants sur le terrain, parce que nous, on souhaite après voilà, sensibiliser les équipes des admissions, les infirmières de coordination et les IPA. Donc ça, c'est prévu, je l'espère, vraiment sur 2025. Et voilà, juste pour éclairer un petit peu sur une situation, alors il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, là c'est l'histoire d'une patiente qui est arrivée en France en 2023, qui est d'origine algérienne, qui est arrivée par l'Espagne avec une pathologie cancéreuse déjà qui était très évoluée, et qui très rapidement a été hébergée dans le cadre de l'urgence à proximité des amis qu'elle avait. C'est important parce que du coup, c'est ce qui lui a permis quand même de tenir et de cheminer jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand on rencontre cette patiente, nous à l'ICM, elle était connue par aucun autre établissement, et elle est arrivée à l'ICM parce qu'un de ses amis, en fait, avait été soigné et traité chez nous. Mais voilà, je dis ça parce que ça me permet de vous dire que certaines prises en charge de ce type de profil de patient sont aussi beaucoup orientés par les CHU, et ce qui fait que nos collègues ont souvent déjà connaissance des situations des personnes. Donc,
pour cette dame, il a été décidé une prise en charge des soins urgents et vitaux. Et en même temps, à l'ICM, voilà, pour vous montrer tout ce qui peut être fait au service social chez nous, mais comme ailleurs, eh ben, on travaille aussi sur la question de l'hébergement adapté pour cette dame. Donc, je rebondis sur ce que disait ma collègue tout à l'heure, les lits halte soins santé, les lits d'accueil médicalisés. Là, par chance, la dame, elle a pu rester sur un dispositif d'urgence plus longtemps que prévu. Et en même temps, on travaille également sur l'accès aux droits des personnes, à savoir la régularisation sur le territoire français. À ce jour, cette dame, elle est en appartement de coordination thérapeutique dans une villa et elle est toujours bénéficiaire de l'AME parce qu'encore en situation irrégulière, mais elle a un premier rendez-vous déjà en préfecture, ce qui est plutôt une bonne chose puisque normalement, elle devrait obtenir une régularisation de sa situation. Voilà. On vous remercie beaucoup. Merci à nos intervenantes et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.